Silence dramatique. Installez-vous confortablement car aujourd'hui, nous allons effleurer un mythe, briser un tabou et raviver la flamme d'une légende sacrée. Sous les dorures séculaires du palais Garnier, là où l'histoire de France s'écrit sur la pointe des pieds, Patrick Dupont n'était pas simplement un danseur étoile parmi d'autres. Il est devenu, presque malgré lui, le fils adoptif de toute une nation, le chouchou tricolore, que chaque foyer rêvait de protéger. C'était un archange turbulent, un gamin insolent qui se jouait des lois de la gravité avec ce sourire carnassier capable d'illuminer la salle la plus sombre. Aux yeux du grand public, il incarnait la grâce absolue, la démonstration éclatante que le génie pur peut triompher de tous les obstacles. Cependant, une fois le lourd rideau de velours rouge retombé, loin de la clameur des bravos qui font trembler les planchers, se tairait une vérité beaucoup plus glaçante, faite de non-dits et de souffrances muettes. Un vieux dicton prétend que les étoiles les plus brillantes sont celles qui se consument le plus vite avant de sombrer dans la nuit. Ce que l'on oublie trop souvent de demander, c'est l'identité de ceux qui, dans l'ombre, ont tout fait pour précipiter cette chute. Avant de tirer sa révérence finale, Patrick Dupont a eu le courage titanesque de faire ce que très peu de monstres sacrés osent entreprendre. Il a fracassé la loi du silence, levant le voile sur l'hypocrisie, les coups de poignard dans le dos et cette violence feutrée qui gangrène les couloirs de la haute société parisienne. Avec une lucidité désarmante, il a pointé du doigt ceux qui l'ont porté au pinacle uniquement pour mieux le regarder s'écraser au sol, au moment précis où ses ailes se sont brisées. Dès lors, une question nous hante, qui sont ces spectres qui ont transformé le rêve du danseur solaire en cauchemar? Comment est-il possible qu'une idole nationale adulée par des millions finisse seule face à ces démons dans la froideur aseptisée d'une chambre d'hôpital? Et par-dessus tout, quels sont ces noms, ces trahisons intimes qu'il a gravées dans sa mémoire, même si le pardon fut son ultime chemin vers la sérénité? Dans ce récit, nous ne nous contenterons pas de dépoussiérer une biographie ou de lister des succès. Nous allons plonger dans les entrailles de la vérité d'un homme qui a payé sa gloire au prix fort. Accrochez-vous car l'Odyssée de Patrick Dupont n'a rien d'un conte de fées Disney. C'est un manuel de survie en milieu hostile. Pour saisir l'ampleur de la descente aux enfers qui l'attendait, il est impératif d'analyser son ascension vertigineuse, née d'une blessure originelle béante. Tout débute par une absence, un gouffre affectif, creusé par le départ précipité d'un père qui a déserté le navire familial bien trop tôt. Le petit Patrick ne ressemble à aucun autre gamin de son âge. C'est une boule de nerfs, une énergie atomique prête à exploser. C'est l'enfant terrible que l'on expulse des établissements scolaires, le gosse étiqueté ingérable, simplement parce que la vie bouillonne trop fort en lui pour qu'il tienne assis. Heureusement, le destin souvent capricieux place sur sa route un sauveur nommé Max Bosoni. Cet ancien danseur étoile ne s'arrête pas à l'agitation superficielle du garçon. Il décèle immédiatement l'étincelle divine, ce feu sacré qui ne demande qu'à dévorer les planches et à éblouir le monde. C'est la genèse d'un parcours du combattant, l'entrée dans le Saint des Saints, l'école de danse de l'Opéra national de Paris, un rêve doré qui se révèle être une caserne impitoyable où l'on broie les âmes tendres. Pour Patrick, la danse dépasse le stade de la passion ou du loisir. Cela devient une urgence vitale, une question de survie psychique. C'est son unique moyen de quémander de l'amour, de prouver sa légitimité à exister et de combler le silence assourdissant de son enfance sans père. Dans les corridors austères et glacials de l'opéra, il apprend l'art difficile de dompter sa propre anatomie. Il s'initie à l'alchimie de la douleur, transformant la souffrance physique en esthétique pure, acceptant que le sang maculant ses chaussons soit le tribut inévitable de l'excellence. Avec une rapidité déconcertante, il brûle les étapes, ignorant les hiérarchies établies. Il bouscule les traditions poussiéreuses et les codes aristocratiques du ballet classique, avec une insolence qui frôle le sublime. Il transcende son statut de danseur pour devenir une véritable bête de scène, un virtuose hybride mêlant la délicatesse d'un ange à la fureur d'une rockstar. Lorsqu'il décroche la médaille d'or au prestigieux concours de Varna, c'est la planète entière qui s'incline devant son talent.
Et l'Hexagone, dans un élan passionnel, tombe éperdument amoureux de ce jeune prodige au charisme dévastateur. Il devient omniprésent, squattant les unes de magazines et les plateaux télé, incarnant le visage d'une France audacieuse, talentueuse et libre. Le public projette sur lui l'image de l'enfant prodige, celui à qui l'on passe tous les écarts de conduite. Ses caprices de diva, ses retards légendaires, sa passion pour la vitesse, tout est excusé, car dès qu'il s'envole, le temps suspend son vol. Chaque saut qu'il effectue est une revanche éclatante sur sa solitude intérieure. Chaque ovation du public agit comme un pansement éphémère sur son cœur d'enfant délaissé, lui procurant un sentiment d'invincibilité quasi mystique. Il règne en maître absolu, le roi soleil moderne de l'opéra intouchable, vénéré par la foule et blindé par son génie hors norme. Mes chers auditeurs, l'histoire nous enseigne que c'est précisément au sommet de la gloire que le précipice est le plus abrupt. Alors que les feux de la rampe l'aveuglaient d'amour et de lumière, Patrick ne discernait pas le danger immédiat. Il ne voyait pas que l'industrie qui l'avait couronné commençait déjà dans la pénombre à affûter ses lames pour l'exécution. Il ignorait encore que cette liberté sauvage, sa marque de fabrique, allait devenir son crime impardonnable aux yeux d'un système rigide qui broie les électrons libres. Le piège machiavélique et inéluctable était déjà refermé sur lui. L'horloge fatale avait enclenché son mécanisme destructeur et l'enfant prodige aveuglé par sa propre lumière avançait inconsciemment vers le précipice qui allait engloutir sa carrière. C'est en 1997 que le ciel s'assombrit véritablement, marquant l'instant charnière où le conte de fées vire au drame shakespearien. Un changement de régime radical s'opère dans les coulisses feutrées du palais Garnier avec l'arrivée d'un nouveau tsar à la direction de l'Opéra de Paris. Hugues Gall prend les rênes, un gestionnaire à la main de fer qui méprise ouvertement les caprices de diva et ne goûte point aux libertés que s'octroie son danseur étoile, le plus médiatique. Le décor est planté pour un duel au sommet, d'un côté le poids écrasant d'une institution monarchique de l'autre, un artiste indomptable. La guerre froide se transforme vite en conflit ouvert. Patrick, persuadé que son génie lui confère une immunité diplomatique éternelle, reçoit alors le coup de grâce sous la forme d'un courrier administratif froid et impersonnel. La sanction tombe d'une violence inouïe, il est chassé du temple, viré de chez lui, pour une faute technique qualifiée pompeusement d'insubordination grave. Son crime de lèse-majesté, avoir osé siéger dans le prestigieux jury du Festival de Cannes, sans avoir obtenu le tampon officiel de sa hiérarchie bureaucratique. Essayer de concevoir la brutalité de l'impact psychologique pour un homme de sa stature. Lui qui a sacrifié ses ligaments, sa jeunesse et son âme sur l'autel de la danse, se voit jeté sur le trottoir comme un intérimaire encombrant dont on ne veut plus. Il avouera bien des années après que cette éviction administrative fut une douleur plus lancinante qu'une fracture ouverte, une véritable agression contre son identité. C'était le rejet maternel ultime, l'opéra, étant cette mère abusive et adorée qui lui fermait la porte au nez. Anéanti, Patrick perd pied et sombre dans les abysses. Pour anesthésier cette humiliation publique, il se jette à corps perdu dans une spirale d'autodestruction et d'excès, comme tentant vainement de combler le gouffre laissé par l'absence de la scène. Cependant, le sort s'acharne avec un sadisme rare et n'avait pas encore abattu sa dernière carte. L'univers lui préparait une seconde descente aux enfers bien plus physique et terrifiante que la première. En janvier de l'an 2000, sur le bitume glissant d'une route normande reliant le Havre à la capitale, le scénario catastrophe se réalise. Le véhicule fait une embardée incontrôlable et s'enflamme instantanément, piégeant l'artiste dans un sarcophage de tôle en fusion. Quand les secours parviennent enfin à l'extirper de cet amas de ferraille fumant, ce n'est plus le dieu de la danse que l'on retrouve. Ce n'est plus qu'une silhouette disloquée, un pantin tragique dont les fils ont été coupés net. Le diagnostic médical donne le vertige. Le corps médical recense 134 fractures, une colonne vertébrale en miettes des poumons calcinés et une main quasi détruite. Son retour à la conscience se fait dans l'univers blanc et glacé d'un service de réanimation prisonnier, d'une enveloppe charnelle inerte, clouée sur un lit de souffrance absolue.
C'est dans ce décor aseptisé que les chirurgiens, avec leur pragmatisme clinique, prononcent la sentence irrévocable. Des paroles qui, pour un homme qui ne vit que par le mouvement, résonnent comme une condamnation à mort. Le verdict est sans appel, la danse est finie pour toujours, et ce sera un miracle s'il parvient un jour à remettre un pied devant l'autre, sans béquille. L'Icare du ballet français s'est écrasé au sol, et cette fois, la médecine ne laisse entrevoir aucune possibilité de renaissance, aucune remontée vers les projecteurs. Néanmoins, c'est au plus profond de cette déchéance, alors que les opiacés tentent de masquer l'invivable, que Patrick va se heurter à la leçon la plus cruelle de sa vie. Car au-delà de la douleur, le silence qui envahit sa chambre d'hôpital devient une torture psychologique insoutenable. Il s'apprête à comprendre que l'isolement de l'idole déchue est une épreuve bien plus effrayante que la perspective de la fin. Dans la pénombre angoissante de sa chambre, tandis que son organisme livrait une bataille seconde après seconde pour ne pas lâcher prise, Patrick a dû faire face à une souffrance bien plus incisive que celle de ses os brisés en 1000 morceaux. C'était l'agonie du silence, ce vide sidéral qui succède brutalement au vacarme des ovations et des bravos. Durant des décennies, il avait évolué au centre d'une cour royale bruyante, faite d'amis opportunistes, de producteurs rapaces et de fans jurant fidélité éternelle. Son téléphone portable était une ligne directe avec l'effervescence ne cessant jamais de vibrer. Chaque parcelle de son temps était monnayée, chacun luttait pour capter une étincelle de son aura, pour être vu à ses côtés. Mais à présent immobile, réduit à l'impuissance totale sur ses draps d'hôpital. Totalement dépendant du personnel soignant pour les besoins les plus élémentaires, son téléphone était devenu muet, comme par un sortilège maléfique. Avec une lucidité qui glace le sang, il a vu le vide se créer autour de son lit de malade. Ceux qui la veille encore sabrèrent le champagne à ses frais et profitaient de sa générosité sans limite, s'étaient volatilisés dès que la musique s'était tue. Il a compris dans sa chair meurtrie l'hypocrisie fondamentale du show business et de ce milieu mondain qu'il chérissait tant. Aux yeux de ce tout Paris, il n'était pas un être humain, il n'était pas un frère d'armes. Il n'était qu'un produit de luxe, une image de marque que l'on arbore fièrement, tant qu'elle brille, et que l'on jette aux ordures dès la première égratignure. On ne rend pas visite à une étoile qui ne scintille plus. On fuit le chevet d'un danseur paralysé, car cela nous renvoie à l'image insupportable de notre propre fragilité. Cet abandon total, ce froid polaire relationnel aurait pu achever de le détruire. Cette solitude aurait pu le convaincre de tout lâcher, car quel est l'intérêt de lutter pour survivre si personne ne vous attend à la sortie? Il se sentait poignardé dans le dos, renié par cette famille artistique d'adoption, abandonné sur le bas-côté, comme un accessoire de théâtre usé après le baisser de rideau. C'est au cœur de ces nuits blanches interminables, hantées par les spectres d'une gloire révolue, que le tourment prenait forme. Dans l'obscurité de son appartement parisien, il dressait mentalement l'inventaire cruel de ceux qu'il avait rayés de la carte. Il gravait dans le marbre de sa mémoire les noms de ses absents, non par soif de vendetta, mais pour enfin discerner l'homme nu qui se cachait derrière les costumes de lumière et les dorures. Ce que le tout Paris et ses faux amis ignoraient superbement, c'est que cet isolement brutal n'était pas son tombeau. Bien au contraire, cette traversée du désert allait raviver en lui un brasier que beaucoup pensaient éteint à jamais. Une rage sourde viscérale allait se transformer en carburant pour alimenter la plus spectaculaire des métamorphoses. Il pensait avoir assisté à ces funérailles médiatiques alors qu'ils arrosaient inconsciemment les racines de sa résurrection. Déjouant tous les pronostics, bravant les verdicts des sommités médicales qui le condamnaient à finir ses jours dans un fauteuil, Patrick s'est redressé. Ce fut une lutte acharnée de chaque instant, une guerre d'usure déclarée contre sa propre chair meurtrie. Là où chaque pas devenait un supplice, chaque mouvement un acte de rébellion contre les lois de la biologie. Il a dû réapprendre à marcher titubant comme un nourrisson, mais guidé par cette discipline spartiate qui avait fait de lui une étoile au firmament. Et l'impensable s'est produit. Non content de tenir debout, il a fini par fouler à nouveau les planches, réalisant un exploit qui défie l'entendement humain. Cependant, son triomphe le plus éclatant n'était pas d'ordre physique, il était purement spirituel.
Avant de tirer sa révérence finale, Patrick a pris la décision de briser l'omerta, refusant d'emporter ses secrets dans l'au-delà. À travers ses écrits et ses ultimes confessions publiques, il a décidé de remettre les pendules à l'heure. Sans céder à la haine, mais avec une lucidité chirurgicale qui a fait vaciller les fondations de la vénérable institution. Il a posé des mots sur ces mots, osant dénoncer ce système cannibale qui broie des enfants presse leurs talents comme des citrons et rejette l'écorce une fois l'éclat terni. Il a levé le voile sur ce directeur qu'il avait licencié avec une brutalité inouïe comme un vulgaire malpropre. Désignant cet épisode précis comme la blessure originelle, le coup de poignard qui avait précipité sa descente aux enfers, il a fustigé l'hypocrisie de ce milieu mondain qui vous fait la bise devant les photographes, mais vous assassine dès que les projecteurs s'éteignent. Il a regardé droit dans les yeux ceux qui l'avaient trahi et leur a servi la vengeance la plus sophistiquée qui soit le pardon. Il a annoncé au monde qu'il leur pardonnait non pour les absoudre de leurs péchés, mais pour se nettoyer l'âme pour empêcher leur venin de circuler dans ses veines une seconde de plus. Il a démontré avec panache qu'on pouvait le dépouiller de ses titres, de sa santé, de son trône à l'opéra, mais que son âme restait inviolable. Jusqu'à son ultime soupir, il a fait le pari audacieux de l'amour. Il a choisi la clarté solaire, abandonnant ses détracteurs à la grisaille de leurs propres remords et de leur médiocrité. Il avait saisi que la meilleure réponse à la trahison reste le bonheur insolent. L'épopée de Patrick Duponte dépasse de loin la chronique d'un danseur surdoué. C'est le récit universel et bouleversant d'une chute vertigineuse, suivie d'une rédemption flamboyante. Il nous a prouvé que même lorsque les ailes sont brisées, l'esprit conserve cette capacité céleste de continuer à voler. Son parcours nous oblige toutefois à nous confronter à une question dérangeante sur notre consommation vorace d'icônes. Sommes-nous prêts à accepter la faillibilité de nos idoles, à tolérer qu'elles saignent, qu'elles s'effondrent, qu'elles pleurent, et qu'au fond elles aient un besoin vital d'amour, bien plus que de nos applaudissements frénétiques? Combien d'autres étoiles devront s'éteindre dans le froid de la solitude avant que nous n'apprenions à décrypter leur silence? Patrick a quitté la scène, mais il nous laisse en héritage sa vérité, une vérité nue, sans phare ni paillettes. Il nous rappelle que derrière la légende sur papier glacé, il y a un être humain vulnérable qui cherche simplement sa place ici-bas. Ici, nous continuerons inlassablement de soulever le rideau sur ces destins hors normes pour garder en mémoire que la gloire se paie toujours au prix fort. Si ce récit intime vous a touché, si vous souhaitez entendre ce que les coulisses ont tenté d'étouffer, rejoignez-nous maintenant. D'ici notre prochaine plongée dans l'histoire, n'oubliez jamais l'essentiel. Prenez le temps d'écouter ce que les silences ont à vous révéler. À très bientôt.